Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions d'être là ce soir et merci infiniment de nous rejoindre. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences scientifiques proposé par l'association de l'Université du facteur humain. Alors, en quelques mots, l'Université du facteur humain a pour mission d'apprendre à chacun comment prendre soin de soi, des autres et de son environnement en mobilisant ses ressources cognitives. L'association porte notamment le déploiement de la fresque du facteur humain, un atelier qui permet de comprendre les facteurs humains, qui freinent ou facilitent les changements de comportement, le passage à l'action, comme les émotions, les croyances, l'appartenance sociale, les biais cognitifs, les habitudes, l'environnement. Et bien sûr, retrouver toutes nos actualités sur notre page LinkedIn si vous n'êtes toujours pas connecté avec nous. Avec Alban, nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Albert Monquiébert, à l'occasion de la sortie de son livre Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, paru en septembre dernier aux éditions Alary. Alors, bonsoir Albert. Tu es docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Tu enseignes également à l'université et donnes des conférences dans ces disciplines. En parallèle de tout cela, tu as fondé avec des collègues chercheurs Chiasma, une structure qui se focalise sur le raisonnement critique et la flexibilité mentale, notamment sur la manière dont nous formons nos opinions et comment cela impacte nos prises de décision. Neuromania, c'est l'ouvrage que tu viens de sortir après l'excellent Votre cerveau vous joue des tours. Et cet ouvrage nous a paru extrêmement intéressant à partager à notre communauté de l'Université du facteur humain, car elle contient des connaissances très utiles pour nos missions, mais il nous alerte également et nous amène à être vigilants pour ne pas tomber dans le réductionnisme et faire une certaine vulgarisation et des raccourcis qui peuvent avoir des effets délétères. Donc, merci à toi d'avoir accepté notre invitation à converser ensemble sur tout cela avec Alban, avec une première partie que nous proposons, une première partie de la conversation qui aura trait à prendre conscience de la complexité humaine, une deuxième partie qui nous permettra de se questionner pour une médiation scientifique de qualité, et nous terminerons par des pistes sur comment agir pour faire changer les comportements. Aussi, je laisse sans plus tarder la parole à Alban pour te poser une première question, si tu le veux bien. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, effectivement, sur la première partie, comprendre la complexité de notre cognition, tout l'ouvrage porte sur la complexité de notre dispositif cognitif et une alerte face à toute approche réductionniste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, en prenant un ou deux exemples, pour nous faire comprendre pourquoi faut-il dire que notre dispositif cognitif est quelque chose de complexe? Bonsoir, merci à tous et à toutes. Déjà, merci pour l'invitation et merci aux autres d'être là. Alors, pour expliquer pourquoi on est complexe, il faut déjà qu'on soit d'accord sur la définition de la complexité. Parce que la complexité, ça a un sens dans les sciences cognitives qui n'est pas le même de la complexité dans le langage courant. Dans le langage courant, la complexité, c'est pas juste, mais c'est quelque chose qui est parfois en équivalent, on met par exemple en équivalence complexité et compliqué. On dirait c'est compliqué, c'est complexe. Alors qu'en science, en tout cas en sciences cognitives ou dans ce qu'on appelle les systèmes dynamiques complexes, c'est pas du tout la même chose. Quelque chose de compliqué et quelque chose de complexe sont presque opposés souvent. Quelque chose de compliqué, c'est souvent des systèmes, donc on va parler en système un peu, mais aussi le mot système veut dire quelque chose, mais c'est pas important maintenant, qui suit ce qu'on appelle une causalité linéaire. A cause B, B cause C, C cause D, c'est d'un sens. Et ça peut être hyper compliqué. On peut avoir A cause B, C, D, et C cause F, X, Y, W1, et C est en train de causer ce truc, et D est en train, puis ça se converge, puis ça diverge, puis ça part dans tous les sens. Ça, c'est des systèmes compliqués, mais ils ne sont pas complexes. Un système complexe, c'est un système qui ne fonctionne pas, c'est pas juste ça, mais entre autres, c'est un système qui fonctionne pas juste sur la base d'une causalité linéaire, mais qui inclut aussi ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire A cause B, B cause C, C a une rétroaction sur A, C a une rétroaction sur B, et B a une rétroaction sur A a une action directement sur C sans passer par B. On appelle ça des systèmes dynamiques complexes, c'est-à-dire c'est des systèmes qui s'auto-influencent en permanence, où on ne peut pas les étudier de manière réductionniste. Le réductionnisme, c'est quand on va prendre un système compliqué,
plus qu'un système complexe, comme par exemple une voiture, une fusée, etc. Et on va découper en petits morceaux, comprendre que une montre, par exemple, une montre, c'est un système hyper compliqué, pas nécessairement complexe. Une horloge suisse, par exemple, il y a des petits bouts qui font tout et n'importe quoi, etc. Vous allez étudier chaque petit bout, il fait quoi, puis remettre tout à bout et comprendre l'objet. C'est ce qu'on a fait dans la méthode scientifique pendant très longtemps, même sur le cerveau. C'est-à-dire, notre psyché est complexe, mais et le cerveau aussi. Mais par exemple, je sais pas, une synapse, c'est complexe si vous l'étudiez vraiment à un niveau moléculaire, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est pas complexe. C'est-à-dire, soit un neurone va envoyer un signal, soit pas. Les mécanismes d'action sont complexes, mais la fonction n'est pas complexe. Et ça me permet d'introduire ma deuxième idée, qui est de trouver le bon niveau explicatif. Selon ce que je suis en train d'étudier, je peux expliquer un même phénomène à différents niveaux explicatifs, et ces différents niveaux explicatifs peuvent être eux aussi plus ou moins complexes, comme la synapse. Si je veux expliquer la synapse de le courant passe, c'est pas complexe. Mais si vous voulez rentrer dans le détail de comment le courant est en train de passer, donc des ions négatifs et positifs, souvent de calcium, qui sont en train de rentrer dans l'axone du neurone ou de sortir à travers des petites barrières. Je ne sais pas c'est quoi les mots en français, donc j'essaie de les trouver parce que je les connais en anglais, mais je ne vais pas les utiliser, ce n'est pas très important. Ben, ça devient complexe. Et c'est la même chose pour nous. Je vais étudier un humain, par exemple. Vous êtes en train de regarder votre écran, je suis en train de regarder mon écran. Je peux expliquer ça au niveau explicatif, phénoménologique. Vous me voyez. Je n'ai pas besoin de connaître rien d'autre. On a étudié, je vois certains et certaines d'entre vous ont des lunettes. Moi, j'ai oublié mes lunettes. On a compris les lunettes bien avant de comprendre l'œil ou de comprendre encore moins le cortex visuel. Ce n'était pas le bon niveau explicatif. Je suis myope, j'ai besoin de mettre une lentille devant mes yeux qui va corriger la distance focale à mon œil. Limite, je peux ne pas comprendre comment ça marche les distances focales, juste essayer, je vais trouver des lunettes. Par contre, je peux aussi étudier la vision d'un point de vue neurobiologique. Et dans ce cas-là, je vais étudier la rétine, les cellules de cône, les cellules à bâtonnets, le nerf optique. Je peux même me dire, OK, comment est-ce que ça se passe dans le cerveau? Étudier le cortex occipital, les aires visuelles associées, comment est-ce que ça interface avec le cortex préfrontal. Mais est-ce que j'ai besoin de comprendre le cortex occipital pour résoudre une myopie? Pas du tout. Les lunettes existent depuis des années, je pense 1400 ou 1500. On ne savait même pas que c'était le cerveau qui faisait quelque chose à l'époque. Et donc, il faut tout le temps, quand on est en train d'étudier quelque chose qui a trait à l'humain, comprendre qu'un même phénomène à différents niveaux explicatifs, trouver quel est le bon niveau explicatif pour le phénomène que je suis en train d'observer et qu'est-ce que je peux actionner d'une manière soit complexe, soit compliquée, parce que parfois c'est compliqué mais pas complexe, pour pouvoir le mettre en place. Et quand on parle de boucle de rétroaction, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un phénomène qui fonctionne en rétroaction dans notre… Oui, absolument, bien sûr. Je vais essayer de trouver quelque chose, peut-être que je peux vous le partager. Voilà, au moins, on voit les rétroactions. Oui, voilà. Vous voyez les rétroactions, mais je voulais vous montrer qu'est-ce qui est écrit. Un instant. Je vais changer de fenêtre. Et je veux vous présenter ça. Voilà. Donc ça, c'est la même chose, c'est juste dessiné par quelqu'un d'autre. Donc si vous regardez ici, les ruminations vont avoir une rétroaction sur le stress perçu qui va avoir un impact sur des affects négatifs qui vont avoir un impact sur la rumination. Donc ça devient, c'est ce qu'on appelle par exemple un cercle vicieux. Là, il manque les plus et les moins, mais vous pouvez imaginer chaque truc comme plus ou moins. Peut-être que les plus et les moins ici sont devenus les lignes rouges et les lignes bleues. Je pense que ça devrait être ça, parce qu'ils sont vraiment basés sur l'autre papier. Par exemple, vous allez sécréter du cortisol qui va causer une neurodégénération. Si le cortisol dure très longtemps, ça va impacter négativement, donc ça va accélérer la neurodégénération, qui va impacter négativement le volume hippocampique, qui va faire que vous apprenez moins bien, vous allez être moins bon appreneur de récompenses, qui va impacter encore autre chose. Et donc, c'est vraiment complexe, alors que ce n'est pas nécessairement compliqué. Vous avez des affects négatifs, vous avez plutôt tendance à encoder les pensées plus négatives, vous allez avoir des représentations cognitives négatives, et donc c'est ce qu'on va voir, et c'est ce qu'on va appeler la dépression. Vous êtes stressé, ça augmente votre stress perçu. Donc, vous êtes stressé par des stimuli, ça augmente votre stress perçu, ça a un impact négatif sur comment vous pensez les choses. Vous avez des comportements dysfonctionnels, ça va impacter votre capacité à travailler, donc votre statut économique va prendre un coup. Ça va aussi impacter la qualité de vos liens interpersonnels. Vous allez peut-être perdre des potes. Le fait que vous perdez des potes, donc des impacts négatifs sociaux, des impacts négatifs financiers et des impacts négatifs sur votre santé, ça va créer encore plus de stress, etc., etc.
de boucle de rétrocontrôle. Donc ça, c'est un modèle de dépression. On ne vous a jamais montré de résultats de fresque du facteur humain, mais lorsqu'il y a des liens sur la fresque du facteur humain, ça peut ressembler à ce schéma. Lorsqu'on avait préparé la conférence il y a quelques semaines avec Alexandrine, vous nous avez dit, en réalité, j'ai voulu faire un livre sur la cognition incarnée. Je pense que ça pourrait intéresser fortement les différentes personnes autour de l'écran, d'en savoir un peu plus sur ce qu'est la cognition incarnée. Ouais. Alors, la cognition incarnée, c'est un modèle théorique assez important dans les sciences cognitives, mais qui est très peu connu en France. Je pense qu'en France, on a une vision hyper réductionniste, cognitiviste du fonctionnement humain. En gros, on a une sorte d'intuition, de croyance que le comportement d'un humain dépend des corrélats neuronaux. En gros, que pourquoi on agit d'une certaine manière, c'est à cause de notre cerveau. Mais dans la cognition incarnée, on n'accepte pas vraiment ces prémices. Et on considère que le comportement d'un humain dépend d'une interaction, donc de boucle de rétrocontrôle, d'un système dynamique complexe, qui est le fruit d'une interaction entre trois grands pôles. Le cerveau, mes émotions, mes processus mentaux, etc., etc. Mon corps, est-ce que j'ai des douleurs chroniques, est-ce que j'ai mal dormi, etc. Et mon environnement. Est-ce que je suis avec des gens que j'aime bien? Est-ce que je suis dans une culture que je comprends? Est-ce que je me sens en sécurité, etc. Et que pour comprendre le comportement d'un humain, on ne peut pas le comprendre, sauf en étudiant les interactions entre ces trois facteurs. L'intuition de la cognition incarnée a commencé dans les années 40-50 par une expérience de deux personnes qui s'appellent Held et Hein. Je peux vous montrer l'image, je vais repartager mon écran. J'ai l'image, donc je ne vais pas de grandes choses. Donc, Held et Hein, ils ont fait un truc qui est vraiment un enfer, mais c'est juste pour vous montrer ce que je veux dire. Parce que souvent, quand je parle de la cognition incarnée, les gens disent oui, ben oui, c'est évident. Genre, bien sûr que c'est une interaction. Juste pour vous montrer combien. Donc, ça, c'est l'expérience de Held et Hein. C'est horrible ce qu'ils ont fait, ok? Mais ils l'ont déjà fait, donc je ne peux rien faire. Ils ont pris des chatons à la naissance, ils leur ont bandé les yeux pour que les chatons n'aient rien vu depuis qu'ils sont nés. Et plusieurs fois par jour, ils vont les sortir, genre les mettre dans cet appareil que vous voyez devant vous et leur enlever le bandage sur les yeux. Et cet appareil est très particulier dans le sens où les deux chatons, donc ce chaton et ce chaton, vont voir le même stimuli visuel, mais la différence entre ces deux chatons, c'est que lui, il peut se mouvoir par lui-même, il peut marcher, et lui, il est porté dans une nacelle qui réplique les mouvements de lui. Donc, ils vont bouger à la même vitesse, ils vont voir la même chose, ils vont avoir les mêmes stimuli visuels. On va faire ça pendant plusieurs semaines. Et le but, c'est de voir est-ce que leur système visuel va se développer de la même manière pour ces deux chats, en sachant que le système visuel est en train de recevoir les mêmes stimuli exactement. Et bien, il se trouve qu'après quelques semaines, quand ils les ont sortis de leur torture, ce chat-là avait un système visuel relativement normal, et lui, il était quasiment aveugle. C'est pas il ne peut pas bouger, c'est il est aveugle. C'est-à-dire on lui balance un truc sur la tête, il se le prend en pleine figure, il ne bouge pas sa tête. Donc ça a donné les prémices de comprendre qu'en fait nos sens ne sont pas juste des choses passives qui reçoivent l'information. On appelle ça l'approche bottom-up, que les choses viennent de l'extérieur à l'intérieur. On a découvert que non, nos sens et nos interactions sont un chemin à deux sens. Il y a des facteurs bottom-up, l'information qui vient de l'extérieur, mais aussi la manière dont je l'intègre et je la complète. Anil Seth, par exemple, qui travaille sur la conscience, considère que la conscience est une hallucination contrôlée. On a un facteur top-down qui vient moduler notre interaction avec le monde, et qu'on est tout le temps en train de faire sens de ces interactions permanentes. Donc, c'est devenu la cognition incarnée dans les années 90 avec Umberto Maturana et Francisco Varela, qui sont des philosophes, et ça a été intégré dans un modèle qui s'appelle l'inactivisme à partir des années 2000. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, je pense que les personnes qui en parlent le mieux, c'est un chercheur qui s'appelle Andy Clark. Mais si vous lisez l'anglais, je vous recommande son dernier livre qui s'appelle The Experience Machine, qui est sorti après Neuromania, qui reprend pas mal de points de Neuromania, mais je doute très fortement que Andy Clark ait lu Neuromania. Très bien, mais je ne pense pas que c'est le cas. Donc la cognition incarnée, c'est un cadre théorique où mon comportement n'est plus explicable juste par mon cerveau, mais par l'interaction dynamique entre mon cerveau, mon corps et l'environnement. Et ça a des conséquences très importantes. Donc, dans Neuromania, j'explique les conséquences dans trois grands axes. Dans le monde de l'entreprise, à quoi ressemblerait une vision non réductionniste de l'humain
pour l'entreprise. Dans le monde de la santé et de la médecine, à quoi ressemblerait une médecine non réductionniste? Parce qu'aujourd'hui, la médecine est impactée par un modèle qu'on appelle le modèle biomédical. Si vous êtes malade, c'est que vous avez un pathogène. Pour vous soigner, il faut qu'on enlève le pathogène. Et une personne non malade, c'est une personne absente de pathogène. Ça ne marche pas du tout quand on pense à la santé mentale. Je vous donne un exemple vraiment banal. L'homosexualité était considérée comme une maladie dans les années 70-80, donc on a cherché les pathogènes chez les homosexuels et on a essayé de les guérir de leurs pathogènes à travers des thérapies de conversion, ce qui les a souvent poussés vers le suicide. Et quand on a enlevé la classification diagnostique de l'homosexualité, les personnes homosexuelles qui n'étaient pas dans des environnements homophobes allaient aussi bien ou mal que les autres. Donc dans ce cas-là, la maladie n'a jamais été chez la personne malade. La maladie était autour de la personne qui allait mal. C'est comme si la personne baignait dans la maladie, et quand on l'extrait de cet environnement malade, la personne n'a rien. Le pathogène est extérieur à la personne. Une femme qui travaille dans une boîte faite avec plein d'hommes sexistes qui lui font des remarques toute la journée, elle déprime. C'est de mauvaise foi de lui dire « vous êtes malade, vous avez une dépression ». Non, moi je ne suis pas malade, mon organisme est sain. Je baigne dans une maladie qui est dans le cerveau des autres. Et donc dans ce cas-là, si moi je veux faire de la psychologie non réductionniste, ce n'est pas tout le temps le patient qui vient me voir en thérapie que je dois soigner. Parfois je dois soigner son corps, il dort pas assez et donc il va mal. Ça n'a rien à voir ni avec son enfance, ni avec une psychanalyse, ni je ne sais pas quoi, ni ses essais d'ailleurs, ni rien d'autre, il veut juste qu'il dorme plus, ou dans son environnement. Il est dans une relation toxique, son copain, sa copine est, je ne sais pas, un pervers. Il faut partir, lui donner des antidépresseurs parce qu'il se fait maltraiter. Et le troisième axe, c'est en politique. Du coup, quel est le bon niveau explicatif? Et ce n'est pas tout le temps le cerveau. Je peux être anxieux à cause de mon corps, je peux être anxieux à cause de mon environnement, et je peux être anxieux à cause de mon cerveau. Le but, c'est pas de dire donc le cerveau, c'est rien, il faut juste se demander quel est le bon niveau explicatif pour ce que je suis en train d'observer. Et on voit ça dans plein de trucs. En entreprise, on fait des tests de personnalité. C'est hyper réductionniste parce que ça part des prémices que ma performance dépend de ma personnalité. Mais quand on a une vision de la cognition incarnée, non, ma performance dépend de ma personnalité, mais pas que. Et parfois, la personnalité, c'est vraiment pas important parce que ça dépend de est-ce que je me sens en sécurité, est-ce que je reçois des remarques merdiques au travail, est-ce que je suis mal payé, est-ce que mon travail est à 4 heures de RER de chez moi. Tous ces facteurs deviennent plus importants que ma personnalité. Est-ce que j'ai une assez bonne lumière? Est-ce que ma chaise me fait mal au dos? Genre des trucs vraiment bêtes, mais auxquels on ne pense pas et qui sont hyper importantes. Comment est-ce qu'on délibère en groupe? Est-ce qu'on a un bon mécanisme de coopération? Est-ce qu'on a de bons mécanismes de prise de décision? Etc. Justement, dans le livre, vous vous attaquez à certains neuromythes qui sont extrêmement actifs actuellement lorsqu'on parle du rôle du striatum, de la dopamine ou du surrôle qu'on donne au biais cognitif. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple et nous montrer en quoi oui. cette approche réductionniste peut poser des problèmes Oui. On est dans une époque individualiste, on ne va pas se cacher derrière un doigt. Donc il y a une raison de pourquoi on aime bien ces explications neuroscientifiques ou pseudo-neuroscientifiques, parce que souvent elles ne viennent pas des neurosciences, c'est juste la psychologie qu'on enrobe dans la neuroscience. Par exemple, les biais cognitifs, le nombre de fois où j'ai fait des confs sur les biais cognitifs et on va accueillir Albert Moukébert, docteur en neurosciences, psychologue, qui va nous parler des dernières découvertes en neurosciences autour des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est la psychologie cognitive des années 70. Rien de neuroscientifique dans les biais cognitifs. Mais ça fait plus sexy de dire biais cognitifs. Et ça permet de surresponsabiliser l'individu et d'invisibiliser tout ce qu'il y a autour. Par exemple, les fake news. Les fake news, c'est les biais cognitifs. Déjà, les biais cognitifs ne sont pas une explication. Les biais cognitifs sont une observation. Et le premier mythe que je vois très souvent, c'est faire passer des études observationnelles pour des études explicatives. De dire ça explique quelque chose alors que ça n'explique rien. C'est une observation. Donc, je veux dire, cette personne croit à cette fake news parce qu'elle a un biais de confirmation. La phrase est juste fausse. La personne est capable de croire à cette information en utilisant ces biais de confirmation. Mais pourquoi est-ce qu'elle y croit? C'est autre chose. Par exemple, quelqu'un qui est un anti-vax, on va dire c'est un complotiste. Mais en fait, c'est une vision hyper réductionniste, parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que cette personne est anti-vax. C'est pas la même chose, quelqu'un qui est anti-vax parce qu'il croit que Steve Jobs veut lui foutre des puces 5G dans 2 corps. Quelqu'un qui est afro-américain et qui est anti-vax parce que dans les années 50, la FDA a fait des expériences sur ses grands-parents qui sont morts
cette expérimentation et donc qui ne fait pas confiance, un anti-vax qui ne fait pas confiance au système politique, parce qu'il est désabusé de la politique, mais qui n'a aucun problème avec son médecin généraliste, c'est juste qu'il n'a pas envie, parce que c'est Olivier Véran qui a présenté le vaccin, et lui, il ne fait pas confiance à Olivier Véran, et quelqu'un qui est anti-vax parce qu'il a une raison médicale qui fait qu'il ne peut pas prendre de vaccin. On va mettre tous ces gens derrière la même case et dire c'est leur biais cognitif, et donc on passe à côté, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et tout ça, ça invisibilise aussi l'architecture du choix, les robots, les bots sur les réseaux sociaux qui sont en train de répéter de plein d'endroits la même information. Et moi, en tant qu'agent rationnel relativement, je vois la même nouvelle qui circule de partout. Ben, je vais me dire qu'elle est vraie, c'est normal, parce que je me dis que pourquoi est-ce que ça ne serait pas vrai? On invisibilise comment ces grands géants du web font des choses qui sont pas bien pour l'utilisateur, comme le scroll à infini, comme racheter chaque compétition qui émerge, ils les achètent, donc ils font des monopoles alors qu'on devrait avoir des lois contre les monopoles. Tous ces facteurs disparaissent et on dit la faute c'est à l'utilisateur à cause de ses biais cognitifs et donc la solution, parce que toutes ces choses sont performatives, donc ça indique la solution qu'on va faire, et donc la solution c'est l'éducation à l'esprit critique ou l'éducation aux médias. Alors que ça ne marche pas. On a fait la même erreur avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on s'est dit c'est un problème d'information. Donc on est tombé dans un modèle qui s'appelle le modèle du déficit informationnel, qui est aussi un mythe. On s'est dit si les gens savent, ils vont agir. Et ça on a mis des milliards dans l'éducation et les campagnes de sensibilisation, alors qu'on aurait pu mettre un tout petit peu de cet argent. Évidemment que c'est important de faire de l'éducation aux médias, évidemment que c'est important de faire de l'éducation à l'esprit critique, j'en fais moi-même. Donc. Mais c'est absolument pas assez. Évidemment que c'est important de faire de la pédagogie, mais j'aurais pu mettre un peu d'argent pour aller contrôler les lobbies qui mentaient, par exemple, qui disaient non, non, il n'y a rien, alors qu'ils savaient. Aujourd'hui, on a la documentation que des compagnies pétrolières ont menti sciemment sur l'impact néfaste de leur activité sur le réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces boîtes? On leur a donné des amendes. C'est comme si moi, je vous mets une amende de 10 centimes. Volkswagen était en train de mentir. Ils avaient tout un appareillage pour mentir sur les émissions CO2 de leur voiture. Ils ont eu genre une mini-amende qui est genre même pas 1% de leur capital. Et derrière, on dit, il faut que les gens prennent moins l'avion, mais on leur met dans l'environnement des pubs Paris-New York pour 20 € dans le métro un peu partout. Et donc, on crée ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, des incohérences systémiques qu'on cache en se cachant derrière le réductionnisme sur les biais cognitifs, ou qu'une personne déprimée, c'est un manque de sérotonine, qu'on ne fait rien pour le climat à cause de notre striatum, que les gens sont sur les réseaux sociaux à cause de la dopamine, qu'ils sont addicts aux écrans, alors que, par exemple, les gens vont au travail, se mettent devant leur écran de 8h du matin à 18h, sur leur tableur Excel, et on leur dit jamais vous êtes addict à votre écran, parce qu'on rationalise ça comme du travail. Et donc, c'est acceptable d'être devant son ordi si c'est sur Excel, mais un jeune qui joue 1 heure sur sa console, c'est oh mon Dieu, c'est une addiction, c'est quoi cette jeunesse? Moi, à mon époque, c'était meilleur. Pas facile de faire bouger le système. On verra comment on peut agir dessus, agir aussi pour faire changer les comportements dans la dernière partie. Mais peut-être pour poursuivre, donc tu alertes et tu n'es pas le seul à dénoncer sur les dérives et les conséquences néfastes des exagérations, des neuromythes, du réductionnisme et notamment sur leur effet performatif sur le comportement des gens qui peuvent se mettre dans des cases et agir modifier les comportements. Mais comment faire alors pour transmettre au mieux les connaissances sur le fonctionnement du cerveau qui peuvent, somme toute, être très utiles au grand public pour être, par exemple, moins manipulables? Et d'ailleurs, ces connaissances-là, elles sont quand même bien intégrées dans d'autres domaines applicatifs, peut-être moins vertueux. Quand il s'agit de faire plus consommer, tu parlais justement des environnements qui sont designés pour faire plus consommer de temps et d'argent aux citoyens. Comment diffuser la connaissance, mais qu'elle soit utilisée Je pense que de façon plus vertueuse? la première chose qu'il faut diffuser, je pense, c'est l'incertitude. Il y a un papier que j'aime beaucoup qui dit, qui est assez conclusif sur le fait que communiquer l'incertitude sur les faits, sur les chiffres, sur la science, c'est un article de 2019, je pense, d'un auteur qui s'appelle Van der Vlijs.
que communiquer l'incertitude dans les sciences, dans les chiffres, est une des meilleures choses qu'on peut faire pour armer les gens à être plus méfiants. C'est-à-dire, ce que je vois souvent dans le debunkage, c'est quelqu'un qui vient et qui dit ça c'est faux, croyez-moi, parce que c'est pas comme ça que ça marche comme si. Ce que j'ai essayé de faire dans le Neuromania, c'est de dire c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Et on ne sait pas comment ça marche à cause de ça, ça, ça. Voilà les défis qu'on a de pourquoi on n'arrive pas à comprendre comment ça marche. De communiquer l'incertitude, je pense que c'est une des choses les plus importantes et qui manque le moins dans les communications des scientifiques ou des politiques au grand public. On remplace une fausse certitude par une autre fausse certitude, mais qui rassure. On l'a vu par exemple avec Covid. Jean disait les vaccins, c'est de la merde. Et le gouvernement a répondu en face, non, les vaccins, c'est ça qui va nous permettre de sortir du confinement. Alors que n'importe quel étudiant en licence de biologie, d'immunologie, sait que ça n'existe pas les 100%. C'est qu'il y aura tout le temps de la transmission, même si on a le vaccin le plus fiable au monde, ce n'était pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anti-vax disaient les vaccins c'est de la merde, le gouvernement disait les vaccins c'est la panacée, les gens se sont fait vacciner, le confinement n'est pas fini, c'était qui les menteurs? Le gouvernement. Et après, quand on perd la confiance, il faut ramer infiniment pour la regagner. Alors qu'on aurait pu dire, écoutez, c'est un nouveau virus, on ne sait pas encore comment il marche très bien, mais on a cette nouvelle technologie qui semble être très prometteuse. Nos premières études sont en train de faire état d'une efficacité de 70% et on n'a pas eu le temps d'évaluer si ça a un impact sur la transmission. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Et l'important maintenant, ce n'est pas de savoir si on va pouvoir aller à nouveau en boîte de nuit, mais de réduire le taux de mortalité. Et si en plus, ça réduit les taux de transmission de manière efficace, eh ben, on déconfinera. Mais si ce n'est pas le cas, on va devoir attendre encore un peu. Pourquoi? Parce que les vaccins ARN fonctionnent comme ça, les coronavirus fonctionnent comme ci, parce que ça aurait pris 20 minutes, on n'aurait pas infantilisé les gens. Et encore une fois, nos recherches, parce que moi, ce que je montre dans Neuromania et ce que je suis en train de vous dire ici, ce n'est pas mon opinion. Mon opinion, je m'en fous un peu de mon opinion. C'est un peu ce que j'ai récupéré de la recherche. Neuromania, quelqu'un a compté, il y a plus de références que de pages. Je pense qu'il y a genre 300 pages et 320 références. C'est vrai. Le but, nos études montrent que cette infantilisation que les gens ont besoin, le truc que les gens ont besoin d'être rassurés, c'est pas vrai. Personne n'a besoin d'être rassuré, les gens ont besoin qu'on leur explique sans les infantiliser. Donc on court vers ce truc de remplacer une information fausse par une information peut-être fausse, mais plus désirable. Et je pense que vraiment le numéro un truc qu'on peut faire, c'est de donner accès à pourquoi. Par exemple, je fais des conférences au MK2, à Bibliothèque, un dimanche par mois. Ma prochaine conférence est ce dimanche. S'il y a des personnes qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est le dimanche à 11h du matin. Et le thème de ma prochaine conférence, donc de ce dimanche, c'est où sont nos souvenirs? C'est un peu sur la mémoire et les souvenirs dans le cerveau. Et s'il y a des personnes qui ont envie de venir, je vais vous donner la fin de la conférence, c'est on ne sait pas. La conférence est finie. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de dire on ne sait pas. Je vais expliquer pourquoi on ne sait pas. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à comprendre? Parce que on a donné une illusion à tout le monde que la science aujourd'hui est toute puissante. Et donc, quand la science ne sait pas, ben évidemment qu'on panique, parce qu'on a créé cette image de toute puissance de la science. Et peut-être qu'on devrait casser cette image de toute puissance de la science et montrer que la science, c'est la mesure de l'incertitude, avant tout. Et donc, à la conférence, je vais devoir expliquer dans les détails de pourquoi on ne sait pas comment encore notre cerveau encode les souvenirs, parce qu'on ne sait pas si c'est dans les synapses, on ne sait pas si c'est dans le noyau, on ne sait pas si c'est dans les télomères des chromosomes. Mais moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est ça, c'est de prendre des sujets qui sont hyper complexes et de les rendre accessibles sans sacrifier leur complexité. De faire complexe mais pas compliqué, de faire simple mais pas simpliste. Et pourquoi je fais ça? Parce que la littérature dit que c'est ce qui marche le mieux pour inoculer un peu les gens. Quand ils comprennent le pourquoi du comment, si quelqu'un demain va venir dire bah, « moi j'ai reçu une mémoire transgénérationnelle parce que mon arrière-grand-mère s'est faite violer et c'est pour ça que j'ai des problèmes au corps », et elle a été à ma conférence, mon espoir, c'est qu'elle dise à cette personne qui lui dit ça, c'est quoi nos mécanismes d'action? Alors que j'aurais pu, la mémoire transgénérationnelle est souvent debunkée par non, c'est pas possible. Les chromosomes ne peuvent pas faire passer de l'information. Oui, mais pourquoi? Je suis d'accord qu'on pense que c'est pas possible. Mais si on ne comprend pas pourquoi est-ce que quelqu'un va me croire et pas une autre personne? Par contre, si j'explique la synaptogenèse, si j'explique les télomères des chromosomes, si j'explique les divisions cellulaires, si j'explique
tous ces facteurs, sans rentrer dans le détail d'une personne qui a une thèse. Mais c'est mon métier, en tant que docteur en neurosciences, de pouvoir digérer l'information pour la rendre accessible. Si je ne suis pas capable de digérer une information pour la rendre accessible, c'est que moi, je ne l'ai pas compris. Et donc, moi, ce que j'aime, ce que je trouve difficile, mais qui me challenge dans mon métier, c'est me prendre la tête sur comment je vais prendre quelque chose comme comment est-ce que des synapses peuvent stocker de l'information, assez bien la comprendre dans mon cerveau pour pouvoir expliquer au grand public cette information et qu'il soit acceptable de dire, en fait, je comprends pourquoi on ne sait pas encore, parce que putain, c'est compliqué. Là encore, c'est peut-être une question aussi d'environnement et de ce qui est valorisé par la société, parce que on veut que tout aille vite. On aime aussi les personnes qui sont sûres d'elles, qui la posture humble. Enfin, ça me rappelle aussi ce que propose Étienne Klein, hein, de faire en sorte que les scientifiques qui sont peut-être un peu plus en retrait, qui savent qu'ils ne savent pas tout, qui sont dans l'humilité, ne sont peut-être pas suffisamment visibles par Je ne rapport à pense d'autres pas. personnes qui prennent peut-être plus Je la pense pas. parole. Je pense que c'est la manière. Je pense que c'est la manière d'expliquer l'incertitude. C'est-à-dire, moi, j'explique l'incertitude en étant très certain de moi-même. On peut très facilement être certain de l'incertitude qu'on exprime. Je suis certain que je ne sais pas s'il y a des extraterrestres. Je suis pas en train d'exprimer de. Si je viens et je dis, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment ça marche, évidemment que je vais paraître comme. Qu'est-ce que tu viens faire? Pourquoi est-ce que j'ai payé pour venir t'écouter me dire que je ne sais pas comment ça marche? C'est donner accès à l'incertitude, pas juste de l'exprimer. Et je pense pas que les gens veulent que les trucs aillent vite. Et je pense pas que les gens. Je pense que, encore une fois, genre, les gens me disent souvent quand je dois faire des vidéos sur Internet, on me dit il faut que ça soit rapide. L'attention des gens est vraiment courte. Si ça dure plus qu'une minute, 2 minutes, les gens scrollent. Et je leur dis souvent bah, comment vous expliquer qu'ils voient 9 épisodes de Netflix sans aller faire pipi? Il y a des gens qui veulent faire pipi, ils vont pas faire pipi parce qu'ils veulent pas arrêter leur épisode de Netflix alors qu'ils viennent se taper 7 heures de Emily in Paris. Elle est où leur attention hyper courte? Tout dépend de comment on présente les choses. Oui, sur mon téléphone, je ne vais pas regarder cet épisode de Emily in Paris parce que ce contexte n'est pas le bon pour moi. Et sur ma télé, je ne vais pas regarder TikTok parce que ce n'est pas le bon contexte. Je vais difficilement lire un document de 1000 pages sur mon ordinateur, mais j'ai aucun problème à lire le Roberto Bolaño, 1000 pages dans un bouquin dans mon lit. Et c'est un peu ça notre métier. C'est-à-dire, si mon métier, c'est juste de venir dire la science montre ça, la science montre ci, bah, que ChatGPT le fasse. Et moi, je reste chez moi et je joue à ma console. Je suis très content. Tu as évoqué quelques pistes, justement. Enfin, tu parles que tu fais des conférences aussi le dimanche au MK2. Est-ce que tu as d'autres expériences qui pourraient être intéressantes aussi pour créer ces conditions-là d'expliquer les choses complexes Ben, je de fais ça aussi façon en assez thérapie. désirable? Je fais ce qu'on appelle de la neuroéducation, de la psychoéducation ou de la neuroéducation. C'est-à-dire quand quelqu'un vient me voir, je ne vais pas lui dire ah, raconte-moi ton enfance. Je vais essayer de lui expliquer un peu le pourquoi et du comment de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. À mes étudiants, je donne les cours d'évaluation de méthodes en psychologie, parce que la psychologie et les neurosciences, nos modèles théoriques sont un peu pourris. Donc c'est important que les psychologues et les neuroscientifiques conformes soient assez bien équipés en épistémologie. Alors, un physicien newtonien, s'il n'est pas hyper bien équipé en épistémologie, c'est pas hyper important. Leur discipline est hyper robuste, elle est hyper stabilisée. On peut envoyer une sonde atterrir sur une météorite à des milliards de kilomètres. Donc être genre précautionneux, c'est pas hyper important. Il vaut mieux qu'ils se concentrent sur ces formules, sur ces modélisations qui sont très robustes. En psychologie, en neurosciences, on n'a pas encore ce luxe, parce qu'on est encore pré-paradigmatique. Du coup, c'est très important pour moi que mes étudiants, que ce soit quand j'interviens dans des masters de neurosciences ou quand je donne mes cours en master de psychologie clinique, qu'ils comprennent la robustesse et le manque de robustesse de notre discipline, parce qu'il faut s'occuper de personnes qui sont souvent fragiles ou malades, selon les cas. J'interviens pas mal aussi en entreprise. Là, par exemple, j'étais en train de faire une conférence au Trianon à Paris. Je pense qu'il y avait, je sais pas, 1500 personnes pour une boîte sur justement l'importance de l'ambiguïté et du doute dans la collaboration humaine et la nécessité d'être un peu les garde-fous les uns des autres. Donc, j'essaye de diversifier les canaux. Je travaille vraiment dans plein d'environnements différents. Lundi, j'étais à la prison de Valence, une prison haute sécurité, parce que j'organise des débats avec les prisonniers.
Je travaille avec des collectivités locales, je travaillais avec, je sais pas, l'armée de terre pour moderniser leur méthode pédagogique. Où on me dit de venir, je viens. Ou à l'université du facteur humain. Génial. Merci. Merci beaucoup, Albert. Alors, on va entamer le dernier chapitre et puis on laissera un temps pour les questions-réponses parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Le dernier chapitre qui est comment agir pour faire changer nos comportements. Et donc, sans spoiler la fin du livre, mais vers la fin du livre, vous mentionnez le GIEC qui parle des conditions propices pour la transition en prenant en charge le facteur humain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est-à-dire de ne pas croire que savoir est suffisant, que savoir est assez, et d'accepter qu'il y a des conditions qui causent des comportements beaucoup plus que d'autres. Par exemple, si moi je veux que les gens arrêtent de manger de la viande ou mangent moins de viande, leur dire c'est pas bien pour vous, ça ne marche pas. Sinon, il n'y aurait pas de fumeurs. Genre, le choix climatique, c'est un enjeu des communs. Je peux me dire, je m'en fous. Je suis un millionnaire, je suis un milliardaire, j'ai 15 villas partout sur la planète. Quand c'est chaud quelque part, je prends mon jet privé et je pars ailleurs. La clope, c'est je suis en train de m'auto-empoisonner. Et il y a des fumeurs dans le monde. Donc savoir ne suffit pas. Le GIEC explique qu'il y a ce qu'on appelle des conditions facilitatrices, des environnements qui peuvent promouvoir certains comportements et que ce n'est pas juste une question de volonté. Si moi je mets des McDo à chaque coin de rue, je ne peux pas m'attendre à ce que personne n'y aille. C'est naïf et de mauvaise foi. Si moi je veux que les gens consomment local, mais je suis en train de leur mettre des avocats qui viennent du Pérou et de leur dire que les avocats, c'est le meilleur truc créé sur Terre pour éviter le cancer, ils ne vont pas manger de la laitue qui vient du Gers. Je ne sais pas si dans le Gers on plante de la laitue. J'ai inventé quelque chose maintenant, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le Gers. Il faut créer des conditions qui vont promouvoir certains comportements. C'est un peu comme des nudges, mais ce n'est pas juste les nudges, parce que les nudges, ça s'étiole et il y a plein de problèmes avec les nudges, mais d'avoir ce qu'on appelle une cohérence systémique. C'est-à-dire qu'on ne réduise plus le comportement humain à la volonté de l'individu qui porte ce comportement. Et justement, tu as là autour de ton écran beaucoup d'actrices ou d'acteurs qui agissent pour la prise de conscience de tous les éléments qui participent à la bascule comportementale. Si tu avais un conseil à nous donner, quel pourrait être ce conseil? Que le comportement dépend pas juste de la personne et qu'il faut trouver le bon niveau explicatif. Parfois, c'est le groupe de potes. Parfois, c'est la prise de décision collective. Par exemple, il y a des tonnes de littérature sur la prise de décision collective. Une amie à moi, Marwa Elzen, travaillait beaucoup sur comment on décide ensemble. Stéphano a travaillé beaucoup, par exemple, sur le renforcement, l'apprentissage par renforcement, etc. C'est important de créer des environnements propices au changement du comportement et de sortir de ce réflexe infini que tout commence par l'éducation. Dès qu'il y a un problème dans nos sociétés, on va revenir à l'éducation. L'éducation, c'est important, mais aujourd'hui, il est temps d'accepter que ce n'est pas assez et que c'est là aussi un déplacement de la responsabilité de tous les maux de la société sur les profs, alors même qu'on est en train d'avoir de moins en moins de profs et qu'on leur paye mal. Donc, ou des campagnes de sensibilisation, ou des bénévoles, ou je ne sais pas quoi. On a besoin de créer des environnements qui soient cohérents avec l'état du corps, qui soient cohérents avec l'état d'esprit. Si moi, je veux que les gens fassent des efforts alors qu'ils sont au bord du burn-out, ça ne va pas marcher. Si moi, je veux que les gens utilisent moins de plastique et je leur mets du plastique dans tous les supermarchés, ça ne va pas marcher. Et si moi, je veux que les gens mangent moins de viande et je leur explique pas pourquoi, ça ne va pas marcher. Donc, il faut faire de la pédagogie, il faut faire de la sensibilisation, mais il faut systémiser ces actions. Et comment on systémise? Ça peut passer par la loi, ça peut passer par les changements des normes sociales, ça peut passer par la honte, ça peut passer par ce qu'on veut. Moi, par exemple, maintenant, dans mon groupe de potes, si je leur dis, là, pour Noël, je vais aller au Pérou, eh ben, ils vont me rentrer dedans. C'est pas possible, donc je n'ose même plus. Et c'est très bien. On ne va pas attendre à ce que tous les groupes de potes changent. À un moment, il faut percoler dans le système. Le but des changements individuels, c'est d'envoyer un signal social que ce changement est maintenant désirable pour qu'il soit systématisé.
Mais s'attendre que des initiatives personnelles, systématisent, ça ne marche pas. Encore une fois, le meilleur exemple, c'est la clope. Tout le monde savait que la clope était mauvaise. Et on continuait à fumer dans le resto, et on continuait de fumer dans les bars. Et le jour où on a fait passer une loi qui dit on ne peut plus fumer en intérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les journaux disaient oh mon Dieu, demain, il va peut-être y avoir des émeutes. En fait, le lendemain, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Je pense qu'il y a eu 2 bars qui n'ont pas suivi la loi, parce que tous les autres, le travail pédagogique était déjà fait. Évidemment que si on avait essayé de faire passer cette loi dans les années 40, il y aurait peut-être eu des émeutes, parce qu'on n'avait pas expliqué que la clope, c'est mauvais. Mais on ne peut pas juste rester bloqué sur la première phase, sensibilisation, éducation, sans passer aux autres phases, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Savoir est une condition nécessaire, mais n'est absolument pas suffisante dans la majorité écrasante des cas, encore plus sur des sujets sociétaux larges, le réchauffement climatique, l'entraide, la compassion, la solidarité sociale, la faim dans le monde, la pauvreté, les SDF. Ça n'a jamais marché par l'effort de l'individu. Tu évoques quand même des choses sur lesquelles on n'a pas forcément la main, de changer les systèmes, les façons de faire. On aimerait des fois. Non, on a la main, c'est juste plus difficile. Les systèmes, c'est nous. Hein. Il ne faut pas non plus anthropomorphiser le système comme si c'est quelque chose d'extérieur à nous. Les systèmes, c'est nous. C'est juste que on n'a pas les mêmes marges de manœuvre. Si j'étais Tim Cook, le PDG d'Apple, si je peux changer le système, j'appelle mes équipes et je leur dis écoutez les gars, on est en train de faire du gros n'importe quoi, on va sortir un iPhone chaque 2 ans, et on ne va pas sortir 5 iPhones chaque année et pousser les gens à vouloir les acheter. On va faire de meilleurs téléphones qui durent un peu plus de temps. Le frigo de ma grand-mère, il dure depuis 1910. Je pense qu'on peut faire un iPhone qui dure de 2024 à 2026. On va sortir 2 modèles, un grand et un petit, parce qu'il ne faut pas non plus déconner et faire faillite pour la boîte. On sort 2 iPhones chaque 2 ans. On l'annonce maintenant. On fait un peu de greenwashing. Ça va être top. Boum, j'ai coupé en 2 la pollution électronique dans le monde. Systématiquement. C'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes marges de manœuvre, mais on est le système quelque part. Ça dépend qui. Génial, merci beaucoup. On va donner la place aux personnes qui sont là. Si quelqu'un a une première question. Je vois le chat. C'est quoi ce Ask Merci Vera? Albert, oui, peut-être. Dans Ask Vera, il y a mon ami Aude Favre qui est dans le comité d'experts. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Ask Vera. C'est un chat WhatsApp qui fait du fact-checking. Eh ben. Plusieurs fois, ça marche bien, je trouve, mais bon. Mais est-ce que c'est une IA ou est-ce que c'est des humains? Non, je ne sais pas. Okay. Moi, je ne le vois pas. Est-ce que Vera dans le chat, si j'ai partagé Ask Vera. Et c'est cool l'analogie mayonnaise. Et j'ai déjà entendu, j'ai oublié c'est quoi le détail, mais j'ai déjà entendu quelqu'un parler de mayonnaise et d'avion, compliqué et complexe. J'ai juste oublié c'était quoi l'histoire de la mayonnaise. Je vois pourquoi l'avion est compliqué, je vois moins bien pourquoi la mayonnaise est complexe. C'est peut-être parce que si on la mélange mal, elle tourne ou quelque chose. Ça doit être... Elle tourne. En fait, tu n'auras jamais, malgré les ingrédients qui sont très simples, tu n'arriveras jamais à faire 2 fois la même mayonnaise, en fait. Ça va dépendre de plein de facteurs. Je ne savais pas ça, sur la mayonnaise. Mais on l'apprend tous les jours. Amandine, tu avais une question? Oui. Oui, merci beaucoup Albert. Merci aussi d'avoir cité Marwa, qui est une de nos anciennes collègues chez Humans Matter, qu'on apprécie aussi beaucoup. Tu as parlé donc de l'influence invisibilisée des incohérences systémiques. Tu as ici beaucoup d'acteurs de l'accompagnement de la transition sur le terrain. Et c'est vrai que c'est très intéressant comme concept. Et ce n'est pas évident de l'aborder sans encourager ce sentiment que, oui, de toute façon, c'est le système qu'il faudrait changer. Tu as appelé ça à la fin anthropomorphiser le système. Est-ce que tu as des conseils justement pour aider la prise de conscience à la fois de l'influence de ces incohérences systémiques et à la fois sur le pouvoir que chacun a pour influencer ce système? Je pense en fait que c'est pas que la prise de conscience, par exemple pour le climat, je pense que la prise de conscience est quasiment faite. Donc la prise de conscience ne va plus vraiment nous avancer. Il faut maintenant... La prise de conscience du pouvoir qu'on a sur le système. Du pouvoir qu'on a. Non, la prise de conscience c'est-à-dire que
si on comprend, si on arrive à sortir du côté magique des biais cognitifs et des nudges, là, on arrive à accompagner des gens dans leur prise de conscience que oui, il y a des facteurs qui influencent et ces injonctions contradictoires et ces incohérences systémiques peuvent vraiment freiner le changement, la bascule. Et en même temps, quand on emmène les gens là-dedans, il y a un réflexe assez facile qui est de ce triangle de l'inaction. Ben voilà, c'est le système. Je pourrais changer quand j'aurai plus les pubs, quand j'aurai la réglementation, quand le PDG dira. Et donc, il y a vraiment un travail à faire. Par l'action, Oui. par le comportement. C'est-à-dire, je vais fédérer un petit groupe, me mettre en action. Il y a des tonnes de formes de collaboration qu'on a oubliées, mais qui sont hyper utiles. J'ai par exemple un autre ami, Alexandre Molin, qui travaille beaucoup sur les coopérations, sur les coopératives. Par exemple, les coopératives. On a tous dans nos quartiers, pour ceux qui habitent à Paris, des AMAP. Et donc, il faut fédérer. Il ne faut pas avoir peur de défier l'initiative juste individuelle et de se remettre. C'est le collectif. On est des animaux profondément sociaux. Et on veut faire en sorte comme si on ne l'était pas. Je pense qu'un des plus grands drames de nos sociétés dites occidentales, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles, ce n'est pas la même chose Paris ou un village en Espagne, mais disons des grandes villes occidentales, que le fait qu'on n'investisse plus l'espace public, que chacun vit dans un appart à 2 ou 3 individus, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très récent dans l'histoire de notre espèce. Et donc, de revenir le mot que je vais utiliser est hyper... Oui, les communs, mais pas juste les communs. C'est-à-dire le mot que je vais utiliser juste maintenant est hyper politisé, mais ne devrait pas. Les syndicats, par exemple, c'était ça leur fonction. Maintenant, aujourd'hui, les syndicats sont devenus une sorte de levier et un acteur politique genre dans les élections et tout ça. Mais à la base, les syndicats, c'est un collectif pour changer le système. C'est ça le but, à la base. C'est des gens qui n'ont pas le poids de Tim Cook, et du coup, qui se mettent à plusieurs pour avoir le même poids qu'un autre humain. C'est comme si d'un côté, j'ai le PDG et il pèse 10 tonnes. Du coup, de l'autre côté, je vais mettre 100 salariés ensemble pour qu'ils pèsent aussi 10 tonnes et que je puisse négocier avec le système. Parce que si je suis seul, évidemment que le PDG ne va pas m'écouter. Il s'en fout de moi, le PDG. Mais si on est plusieurs, et on l'a vu, genre Tesla, Elon Musk a dû déplacer toute sa boîte de Californie au Texas pour empêcher la syndicalisation de ses employés parce qu'ils n'étaient pas contents de comment ils sont traités. Ils leur disent, si vous ne bossez pas 50 heures par semaine, vous êtes virés. Ils se sont dit, OK, on va faire un syndicat, mais on va dire non. Il a dit, OK, je prends la boîte et je l'emmène au Texas. Mais ça, c'est les États-Unis et c'est Elon Musk, donc c'est un peu particulier. Mais on ne va pas oublier le côté collectif et les signaux sociaux. C'est comme ça qu'on change les normes sociales. Quand je suis en train de dire à mon dîner de famille, non, on ne va pas pour Noël se retrouver, on ne va pas tous aller au Brésil. Je suis vraiment désolé, il n'y a aucune raison pour faire ça, parce que le climat, c'est plus important. Ce n'est pas juste moi. Maintenant, on est 20 personnes. Et si dans ces 20 personnes, il y en a 5 qui vont dire à d'autres gens, c'est par l'action. C'est par l'action. Notre cerveau est un organe dirigé vers l'action. Pas vers ni la vérité, ni les opinions, ni les émotions. C'est des actions. On a développé des émotions pour pouvoir agir. On a développé des cognitions pour pouvoir agir. On a développé une métacognition pour pouvoir agir. C'est ça l'utilité. Et donc, c'est par l'action. N'importe quelle organisation sociale, que ce soit un club, une association, une coopérative, un syndicat, une association de quartier, n'importe quoi. Par exemple, dans le 14e, il y a l'association des hyper voisins, qui a été montée par une seule personne, un seul gars. Il a commencé à toquer sur les portes dans le 14e, j'y habitais, maintenant j'y habite plus. Il organisait une bouffe pour tout le quartier. Il faisait la plus longue table de Paris. Et tout le monde est devenu pote, et maintenant tout le monde s'occupe du quartier. Ils ont un groupe WhatsApp, etc. Le REC, je ne sais pas si vous connaissez le REC, c'est les rencontres de l'esprit critique. C'est aujourd'hui le plus grand forum d'esprit critique de France. On est à la 4e édition. Le mec qui a créé le REC, c'est Willy, il s'appelle Willy Mangin, il habite à Toulouse. Il était intéressé par des vidéos d'esprit critique, soit les miens, la tronche en biais, je ne sais pas qui, etc. Il a un fils. C'est comment je vais faire pour que mon fils puisse avoir accès à des données, à des présentations scientifiques de bonne qualité pour développer son esprit critique. Il a envoyé des mails à ces gens qu'il voyait sur Internet. Il a dit, je pense faire un forum, une sorte de 2 jours de conférence à Toulouse sur l'esprit critique. Vous voulez venir? Mais certains lui ont dit non, mais pas seulement on vient, on t'aide à l'organiser, c'est une super idée. Aujourd'hui, le REC a des sponsors, c'est une sorte de machine de guerre, parce que ça s'est fédéré, parce que ça a eu une dimension sociale. Et puis, il faut regarder ce que les gens qui sont contre ce que nous, on défend, font. C'est ce qu'ils font.
je sais pas, moi personnellement, j'ai pas de problème à le dire. Moi, je suis quelqu'un de gauche, donc je suis naturellement contre, par exemple, Trump. Comment Trump, il a gagné les élections? Il a fédéré, il a eu des trucs sur TikTok, il a fait des trucs sur Instagram, il a fait des trucs sur. Il a fait en sorte que son allié rachète tout Twitter et change l'algorithme de Twitter pour que ça roule pour lui. Il n'a pas fait ça tout seul. Il m'a dit, genre, croyez-moi, votez pour moi. Alors que le mec, quand même, a accusé les migrants de bouffer des chiens et des chats, qu'il a changé avec un feutre le parcours d'une tornade pour dire qu'il avait raison. Et je ne veux pas citer tout ce qu'il a fait de complètement fou. Et il a gagné de 12 millions de voix. Pas genre, il a gagné à peine. Il a eu un avantage de 12 millions de voix sur Kamala Harris. Et il a fait ça parce que c'était du collectif et de l'action. Par exemple, un truc que Trump a fait, quand il y a eu le déconfinement, il a envoyé des chèques aux Américains qu'il a signés de son nom. Biden, il a fait la même chose, mais il n'a pas signé de son nom. Personne n'a su que Biden leur a filé de l'argent et tout le monde a dit, putain, Trump m'a filé de l'argent et Biden pas. Est-ce qu'il y a une autre question à Emmanuel? Emmanuel. Elle a écrit, je pense, comment appréhender le rapport au pouvoir. On pourrait croire à présupposer qu'on est tous altruistes. Absolument pas. Pourquoi est-ce qu'on serait tous altruistes? On n'est pas du tout tous altruistes. On n'est pas du tout tous rien du tout. Parce que quand on a une. Moi, encore une fois, moi j'adhère au modèle théorique de la cognition incarnée. Et du coup, quand on adhère au modèle de la cognition incarnée, c'est tout le temps un truc interactionniste. Je peux être altruiste et je peux être pas altruiste selon les situations. D'ailleurs, on a plusieurs selfs sociaux. Moi, Albert, par exemple, est-ce que je suis quelqu'un d'altruiste? Si je vous dis oui, je serais en train de vous mentir. Ça dépend. Si je ne suis pas pressé et je vois quelqu'un qui galère à porter ses courses dans le métro, je vais m'arrêter, je vais l'aider à monter ses courses et la poussette et peut-être l'emmener chez elle à la maison et cuisiner son déjeuner si je sens qu'elle va bien. Mais si je dois venir à un call, parce que des gens m'attendent à 18h et quelqu'un se fait peut-être renverser par une voiture, mais je vois qu'il n'est pas mort, quoi. Je vois que d'autres gens sont en train de courir, je vais tracer mon chemin et juste y aller. En fait, il faut sortir de ce qu'on appelle l'explication internalisante des comportements. Évidemment qu'il y a des gens plus égoïstes et plus altruistes que d'autres. Mais croire que c'est juste un truc inné comme ça, non, on a plusieurs selfs sociaux. Il y a toute une littérature d'ailleurs qui étudie ce qu'on appelle le self-switching, comment on change de trait selon les contextes. Et donc pour moi, c'est le présupposé, c'est comment est-ce qu'on crée des conditions qui promeuvent l'altruisme, si c'est ça les valeurs que je défends. Alors, Je suis d'accord avec Fabienne, l'incohérence systémique nous a tous contaminés. Et Bernard qui a posé une question. Bernard. Est-ce que nos hommes politiques, au moins certains, sont ouverts et favorables à cette approche de la cohérence? Pas beaucoup. Pour une raison très simple, c'est que les politiques sont des humains comme nous. Et une grande partie de ce qu'on est en train de leur demander, c'est de se tirer des balles dans leurs propres pieds. Et c'est de mauvaise foi de s'attendre à ce que des gens soient prêts à se tirer des balles dans leurs propres pieds. Je vous donne une injonction paradoxale. On parle de la cohérence systémique. Il n'y a pas de cohérence systémique en politique. On dit à un politicien, fais ce qui est bien et essaye de te faire réélire. Mais souvent, ces deux choses sont en contradiction l'une avec l'autre, parce que pour se faire réélire, il faut de l'argent. Il faut pouvoir mener une campagne. Par exemple, aux États-Unis, encore une fois, Elon Musk, il a mis 1 demi-milliard d'euros pour Trump. Si Trump lui dit, je vais faire des lois qui vont contre tes boîtes, Trump ne peut pas se faire élire. Du coup, Trump, il est dans une injonction paradoxale. D'un côté, il veut gagner les élections, mais disons que Trump est quelqu'un de très très bien, et pour gagner les élections, il faut qu'il fasse des avantages pour Elon Musk, pour Turner, le mec de Fox News, pour je ne sais pas qui, pour etc. Et de l'autre côté, Trump est quelqu'un de très altruiste, il veut faire ce qui est bien pour la société. Mais pour faire ce qui est bien pour la société, il faut qu'il gagne les élections. Et pour gagner les élections, il faut qu'il fasse des trucs qui ne sont pas bien pour la société. Comme par exemple promettre à Trump qu'il va lui donner des permis sans passer par les vérifications environnementales. Et du coup, il se retrouve dans une contradiction. En France, c'est un peu la même chose. Peut-être que Macron, c'est quelqu'un de très bien. Mais Macron, il veut se faire réélire. Pour se faire réélire, il a besoin, je ne sais pas, des médias. Les médias, c'est Bernard Arnault, c'est Bolloré, etc. Bolloré lui dit, écoute, Emmanuel, il faut que tu me fasses passer une loi parce que sinon, je ne peux pas vraiment te t'aider, quoi. Et donc, on les met dans ces injonctions paradoxales. Donc,
ils ne sont pas ouverts, pas à cette approche de la cohérence. La question, si je devais reformuler la question de Bernard, c'est est-ce que les hommes politiques, au moins certains, sont prêts à se tirer des balles dans leurs propres pieds? Et je pense que peut-être que certains, je pense que la majorité, non. On prend peut-être la dernière question de Fabienne. Est-ce que notre perception de la cohérence dépend du récit dans lequel on est? Oui, absolument. De toute façon, moi, je pense que nous, humains, on est dans une compétition permanente de récits. Quelle histoire est-ce qu'on est en train de se raconter à partir du réel? Le réel, on pense qu'il est stable, et a priori, il l'est, mais notre perception, ce n'est pas une perception du réel. On n'en a pas parlé dans la première partie. On a découvert que notre perception, c'est un chemin à double sens. Il y a l'information qui vient du réel, qu'on appelle le bottom-up, et il y a comment je complète le réel, qui s'appelle le top-down. Cette complétion du réel, c'est un peu les histoires qu'on se raconte. Comment est-ce qu'on met en récit le réel? Je pense que toute l'histoire, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur le climat, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur tout et n'importe quoi, c'est une compétition de quel récit est-ce qu'on se raconte et combien de personnes adhèrent à quel récit. Mais on est une espèce en compétition sur les histoires qu'on se raconte. Génial. Merci beaucoup, Albert, d'avoir pris le temps Merci. de parler de ce livre Neuromania. Merci à vous pour l'invitation. On vous invite avec grand plaisir aussi à participer un jour à une fresque du facteur humain, ne serait-ce que parce que c'est un outil qu'on améliore année après année et toute nouvelle carte, nouvelles idées, ce sont avec plaisir. bonnes à prendre pour les futures versions. Donc, quand on entend ce discours-là, on se dit mais il faut le faire évoluer et toute bonne idée, on est preneur. Un grand merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup pour vous. Et Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Au Albert. revoir. Très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à Merci tous. beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.